Bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup Hubert d'avoir organisé cet événement qui pour moi est exceptionnel, d'avoir tout l'écosystème de la panification autour de nous. Moi je suis levurier depuis pratiquement 30 ans et j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'entre vous, beaucoup d'amis, ici dans la salle, mais aussi, si j'ai bien compris, à l'étranger. Je sais qu'on a nos amis japonais, nos amis américains qui nous écoutent. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai fait en anglais, comme ça ils peuvent aussi en même temps suivre la présentation. Donc je vais vous passer un petit film qui va vous préciser où est la levure dans vos journées, depuis le matin quand vous vous réveillez jusqu'au soir avec vos amis. Donc vous voyez dans ce petit film que finalement la levure un petit peu partout, ça commence dans le fournil le matin, hein, vous l'utilisez tous les jours, mais également on la retrouve aujourd'hui dans les probiotiques, on les retrouve dans la vinification, on la retrouve même dans le biodiesel, donc ça veut dire qu'aujourd'hui la levure est vraiment partout et qu'elle serait finalement un monde sans levure. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui des levures dans tous ces aspects, de la biodiversité dans la levure, mais du marché de pain et la levure dans le pain. Une première vision du monde, parce que c'était un petit peu l'idée, c'était d'un côté avoir une vision du monde du pain et après voir les impacts que ça peut avoir sur la levure. Si on regarde cette carte du monde, on voit que le pain majoritaire reste quand même le pain à croûte, hein, qu'on retrouve dans toute l'Europe, dans l'Europe centrale, mais qu'on retrouve également dans une grande partie de l'Afrique et en Amérique du Sud. Le deuxième pain majoritaire, c'est le pain de mie, hein, que vous connaissez tous, mais vous verrez tout à l'heure dans la présentation, différents types de pain de mie existent, avec différents types de taux de sucre et des méthodes de fabrication qui sont très différentes de l'un à l'autre. En ce qui concerne les grandes tendances, vous voyez qu'aujourd'hui, ce qui nous a tous touchés pendant les dernières années, c'est le développement très fort du digital, le développement également de nouveaux business models qui ont permis aux différents boulangers de développer des nouvelles modes de vente, mais en même temps au niveau process pour pouvoir répondre aux consommateurs. Si on regarde la partie américaine ou la partie chinoise, et tout à l'heure je pense qu'il y a des intervenants qui vont en parler, il y a Better for You, c'est comment on parle de sa santé, de ce wellness, et comment on fait pour pouvoir développer des produits qui soient adaptés à ces nouvelles tendances. Alexandre, vraiment collé à la bouche. En ce qui concerne les pains plats, vous voyez qu'au Moyen-Orient, il y a énormément de produits qui ont été développés et aussi une très forte diversité. Je pense que tout à l'heure, nos amis de Dubaï vont en parler. On a des nouvelles méthodes, des nouvelles technologies qui nous obligent aussi, nous, à nous adapter. Et tout ça, ça cache une diversité encore plus forte. De nombreux pains fabriqués dans les régions, dans les pays, même dans les villages, et finalement, une diversité qui se retrouve au niveau du boulanger, parce que comme vous le savez tous, chaque boulanger a ses petits secrets, et à chaque fois qu'on va voir un boulanger, finalement, le brief qu'on va avoir pour fabriquer et utiliser des levures va être différent. Différentes typologies de pain que vous connaissez tous. Là, je vous en ai mis quelques exemples. Différents types de céréales vont être utilisés, différents types de couleurs, différents types de formats, différents types de tailles. Et en fonction de tout ça, à chaque fois, obligation d'être agile et pouvoir trouver des solutions. Si on regarde les croissants, c'est pareil. Au XVIIe siècle, les premiers croissants ont été créés à Vienne.
et aujourd'hui est à base plutôt de pain brioché. Et aujourd'hui, nous avons des croissants qui sont feuilletés, hein, qu'on retrouve en Europe depuis le XXe siècle. Donc à nouveau, il a fallu à chaque fois pouvoir trouver des solutions pour pouvoir s'adapter, parce que finalement, dans tous ces types de croissants, on n'utilise jamais la même levure. Pourtant, on pourrait imaginer que c'est les mêmes, mais à chaque fois, il a fallu trouver des solutions différentes. Diversité de nos baguettes, hein, entre la baguette de tradition ou une baguette qui est fabriquée en Afrique, et Paul en parlera tout à l'heure, très très différentes. Les temps de fermentation ne sont pas du tout les mêmes, les process ne sont pas les mêmes, les ingrédients utilisés ne sont pas les mêmes, donc à chaque fois, obligation de trouver une solution pour pouvoir être plus agile. Donc maintenant, je vais vous parler plus précisément des levures, parce que c'était le sujet. Hubert m'a demandé de faire un point de la diversité des levures, et finalement, les levures, elles vous apportent de la fermentation, elles vous apportent du gaz, mais pas que. En fait, elles vous apportent beaucoup d'arômes, le goût, hein, qui est finalement recherché. Hein. Karl en a parlé tout à l'heure pour les levains, et vous avez bien vu qu'il y a de la levure dans les levains. Et donc, les apports de goût, on les avoir à une fermentation plus ou moins longue, et la cinétique, dont je vous parlerai juste après. Au niveau de l'aérologie, également, on va avoir un impact très fort. La prise de force, l'élasticité des pâtes va être retrouvée grâce aux levures. Et enfin, au niveau nutritionnel, en fait, aujourd'hui, on retrouve dans les levures, on retrouve des vitamines, on retrouve des minéraux. On peut aujourd'hui avoir des protéines qui vont être développées dans les différents pains. Donc, l'impact sur la nutrition et les pains du futur sont tout à fait liés à des nouveaux bénéfices qui sont utilisés dans les levures. Et comment on choisit sa levure alors comment on choisit sa levure? Dans les marchés, ce n'est pas toujours évident. Déjà, première chose, les produits ne sont pas toujours disponibles. En France, vous avez une grande chance parce qu'on a pratiquement tout de disponible, mais dans de nombreux pays, les produits ne sont pas disponibles. Les quotas à l'entrée, des systèmes logistiques qui ne permettent pas d'envoyer les produits à bon port, la concurrence interne qui empêche les produits de rentrer sur les marchés, une logistique qui finalement n'est pas toujours adaptée, une chaîne de distribution qui n'est pas adaptée. Donc finalement, on n'a pas toujours le choix d'avoir les produits disponibles sur les marchés. Mais les deux points principaux au niveau technologie, ce sont d'abord les recettes et deuxièmement les process. Au niveau des recettes, problématique de type d'ingrédients qui vont être utilisés, je vais y revenir juste après. Le type de céréales utilisées, le type de sucre utilisé, les doses de sel utilisées vont avoir à chaque fois un impact très très fort sur les levures. Et à chaque fois, nos équipes avec les baking centers, on va travailler avec les boulangers pour imaginer, parce qu'en fait c'est ça, on fait la créativité, on essaie d'imaginer à chaque fois les levures de demain. En ce qui concerne les process également, évidemment ici on est avec équipe, hein, donc les équipementiers, à chaque fois que la créativité des équipementiers arrive, on regarde les équipements et on essaye de voir, mais avec les nouveaux mixeurs qui vont beaucoup plus vite, les fours qui travaillent de manière différente, ou le froid, on est obligé à chaque fois de s'adapter et trouver des solutions, ce qui est passionnant d'ailleurs, parce qu'on essaye de trouver, avec nos équipes et avec les boulangers, des solutions de demain. Si je regarde la logistique, regardez la carte du monde. En fait, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, le monde est coupé un petit peu en deux. Vous avez la partie nord du monde où on arrive finalement à livrer de la levure fraîche, de la levure liquide que vous connaissez. Ça, c'est assez simple parce que tout est bien organisé. Quand on regarde le sud du monde, finalement, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. Et on est obligé de s'adapter et de trouver des solutions, des levures adaptées, des levures sèches, instantanées notamment, qui permettent aux boulangers de travailler dans de bonnes conditions. Et même des levures surgelées qui aujourd'hui permettent, dans tous les pays où on veut faire des produits surgelés, de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Ces levures, vous les connaissez peut-être ou pas, parce qu'elles ne sont pas toujours disponibles. Alors, levure liquide, quelque chose qui était au début utilisé énormément par les industriels, aujourd'hui on la retrouve chez les boulangers artisanaux, et même aujourd'hui on en retrouve chez la ménagère qui peut l'utiliser pour fabriquer son pain à la maison. Et parfois d'ailleurs mélangé avec des levains pour apporter encore plus de goût.
La levure pressée, que vous connaissez tous, l'hirondelle que vous avez dans vos pétrins. La levure émiettée, qui a aussi été développée pour pouvoir faciliter l'incorporation à l'intérieur des pétrins et dans les fabrications courantes. Et enfin, la levure sèche, la levure surgelée, qui a été développée il y a quelques années, qu'on retrouve énormément en Asie aujourd'hui pour pouvoir développer des pâtes surgelées. La levure instantanée qu'on a créée il y a une cinquantaine d'années, avec notamment la marque Safinstant que vous connaissez tous, et l'Active Dry Yeast, qui est utilisé beaucoup pour faire du pain, mais aussi énormément utilisé pour fabriquer l'alcool dans beaucoup de pays, notamment en Afrique, au Moyen-Orient. Donc diversité de formats, diversité d'aspects, pour faciliter la vie du boulanger et être sûr qu'on puisse aller faire le dernier kilomètre vers le boulanger. Alors maintenant, nous allons parler des 2 stress principaux. Alors déjà, le stress du boulanger, il est stressé un petit peu par son travail de tous les jours et toutes ces problématiques de ressources, de développement de son activité. Mais surtout, il est stressé par deux éléments qui sont le stress du process et le stress des recettes. Trouver des solutions en permanence pour pouvoir faciliter le travail du boulanger sur ces 2 aspects. Et en complément, un 3e stress, sur lequel je ne vais pas aller dans le détail, mais le stress de la production, où quand on cultive nos levures, quand on doit la fabriquer dans des batchs très importants, il y a un stress que subit les levures sur lesquelles il faut en permanence trouver des solutions. Si je parle du premier stress, qui est le stress lié au process, l'élément principal, c'est la cinétique. Je vais vous parler d'abord du consommateur, parce que le consommateur, finalement, il est assez ambivalent, il change d'avis. Pendant la journée, tout va très vite. Il va au fast-food, il essaie de trouver du pain chaud, il essaie de trouver des solutions immédiates. Et le soir, il peut être avec ses amis, il va passer du temps. Et finalement, tout ça, ça impacte le travail du boulanger qui, derrière, doit travailler en slow ou en fast-food, donner du temps au temps et faire des fermentations plus longues. Et dans ces 2 cas, il faut trouver des solutions levure, et là, je vais vous en parler. La cinétique, pour nous, c'est un élément crucial, et à chaque fois que nos techniciens vont voir des boulangers, la première chose qu'ils vont leur demander, c'est « Quand est-ce que tu veux du gaz ?» Au début, à la fin, entre un boulanger qui va utiliser des Tweedy et un autre qui va utiliser des Artoflex que j'ai revus récemment, qui sont en train de ressortir, bien entendu, les temps de pétrissage, ce n'est pas du tout les mêmes. Et après, entre un process qui va être de 90 minutes en Angleterre pour des panettone qui sont sur 48 heures, vous pouvez imaginer que les temps de fermentation ne sont pas du tout les mêmes et que notre obligation de trouver des solutions sont très très diverses. Et d'ailleurs, quand on a vu les panettone, les Artoflex qui ressortaient, on s'est dit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas ressortir finalement des levures qu'on utilisait il y a 40 ans, qui finalement fonctionnaient très bien pour ce type d'équipement, et qui finalement aujourd'hui n'étaient pas utilisées, parce que finalement on a évolué en fonction des besoins des boulangers. Donc vous voyez là une courbe de fermentation, une cinétique, entre d'un côté une activité très rapide, une levure très rapide, et une levure plus lente, avec finalement qui sont adaptées à des types de fermentation très différentes. Donc si on regarde une carte du monde, parce que c'est un petit peu l'idée qu'on en avait aujourd'hui, de voir comment ça se passe finalement au niveau mondial, les cinétiques, entre des fermentations courtes ou moyennes et des fermentations longues, finalement, la plupart des boulangers vont quand même pour des fermentations assez rapides. Ils essayent d'optimiser, ce qui est assez logique. Mais quand même, quand on regarde, on a 12%, 13% d'OCA. On essaie de donner un peu plus de temps au temps. 16% en Asie, où également on a certains types de fermentation où on veut prendre plus de temps pour pouvoir fabriquer. Donc ces chiffres-là, c'est un mélange entre l'industrie et le craft et l'artisanat. Donc c'est un chiffre moyen. Et on voit quand même qu'en artisanat, on essaie de donner un peu plus de temps au temps pour pouvoir développer des arômes notamment et pouvoir continuer à se différencier vis-à-vis de l'industrie. Deuxième thème dans les process, c'est la température.
Donc la température est l'allié du boulanger, hein, mais le consommateur également, qu'est-ce qu'il veut? Il veut avoir du pain tout au long de la journée, mais en même temps avoir quelques croissants, quelques baguettes surgelées dans son réfrigérateur ou dans son fraiseur. C'est quelque chose qu'il utilise en permanence. De l'autre côté, le boulanger, il faut qu'il s'adapte. Il faut qu'il utilise du froid, il faut qu'il utilise du chaud. Avec les temps aujourd'hui, avec l'augmentation des coûts de l'énergie, il faut trouver des solutions nouvelles et s'adapter à ces situations. Et donc nous, comment on s'adapte? À nouveau, on propose des levures spécifiques qui vont pouvoir s'adapter aux différentes températures. Et donc, il faut qu'on trouve absolument des solutions qui vont fonctionner pour les fermentations retardées notamment, et aussi pour le surgelé. Et là, vous voyez sur le petit graphique l'impact de la surgélation sur les levures. Quelle que soit la levure, il y aura un impact très fort sur la levure. Donc, absolument trouver l'option ou le produit qui vous permettent de travailler dans de bonnes conditions. Si on regarde une carte du monde, à nouveau, j'étais peut-être un petit peu étonné, d'ailleurs, en retravaillant ces chiffres-là, de voir que finalement, le surgelé, c'est quelque chose qui est très fort en Europe, qui l'est moins dans les autres pays, même si on voit des tendances très fortes de développement dans les différents pays dans le monde. Mais on voit véritablement quand même que c'est en Europe qu'on a ce type de développement avec le pain chaud tous les jours, mais aussi des produits qui sont utilisés par le consommateur. Donc nous avons parlé maintenant des premiers stress, qui étaient les stress de process. Maintenant, nous allons parler des stress liés aux recettes. Alors pareil, le consommateur, d'un côté, il veut des produits sucrés, il veut se faire plaisir, et en même temps, il va regarder est-ce que finalement mon organisme, mon bien-être est bien aligné avec ce que j'ai envie de faire. Donc ça veut dire qu'on a un paradoxe permanent entre je veux me faire plaisir et de l'autre côté, je fais attention. Et le boulanger, également, il doit s'adapter, il doit trouver des solutions. Et d'un côté, il va essayer d'utiliser différents types de sucre. Il va utiliser du saccharose, il va utiliser du glucose, il va utiliser du miel, il va utiliser nombreux types de produits de substitution. Et en même temps, tout ça, ça va avoir un impact sur la fabrication du pain. Ça va avoir un impact sur la couleur. Ça va avoir un impact sur la durée de vie du produit. Et donc, à nouveau, on va rajouter de nouveaux ingrédients. Nous, il va falloir qu'on trouve des solutions et trouver des levures qui, à nouveau, vont pouvoir répondre à ces problématiques de tous les jours. Donc, comme tout à l'heure, on l'a vu pour la cinétique, la pression osmotique est très forte. Et donc, entre une panification, on va avoir 0% de sucre, à une autre qui va en avoir 30% et plus. Hier soir, on en parlait, nos amis du Moyen-Orient, notamment au Pakistan ou en Inde, où on va mettre dans le rusk 30% de sucre et plus. Je peux vous dire qu'une levure traditionnelle, elle a du mal à démarrer. Donc il faut trouver absolument des solutions et de levures spécifiques qui puissent y répondre. Vous voyez donc à nouveau là, sur ce petit graphique, les différences entre une levure standard et une levure spécifique Osmo qui va pouvoir répondre aux différentes caractéristiques. Et ce qu'on retrouve, c'est que dans un même pays, on peut se retrouver avec 2, 3 levures pour pâtes sucrées différentes. En France, en artisanat, on en a une, mais potentiellement, on peut en avoir plus. Ça dépend vraiment, finalement, de l'utilisation que les boulangers vont en faire. Si on prend une carte du monde, et là, on a travaillé sur le pain de mie. C'est intéressant de voir Alors déjà, on peut avoir des sucres très différents d'un pays à l'autre, mais on peut avoir aussi des taux de sucre qui vont être très, très différents. On pourrait regarder qu'entre l'Australie, où ils vont mettre 0,3% de sucre, et on va se retrouver au Brésil, où on va se retrouver en Asie avec des taux supérieurs à 17-18%, vous pouvez imaginer à nouveau que finalement, ce n'est pas du tout les mêmes levures. Et quand on vient me voir et qu'on me dit « Est-ce que tu pourrais me proposer une levure spéciale pour le pain de mie ?» Je leur dis « Quel type de pain de mie? Quel type de process? Quel type d'ingrédients? Et potentiellement, en complément, est-ce que vous ne rajoutez pas des conservateurs? » Parce
parce que énormément de conservateurs sont utilisés dans beaucoup de pays. Et donc c'est le deuxième élément du process sur les recettes, hein, ce sont les conservateurs. Le consommateur qui, d'un côté, il veut du produit dans la maison qui puisse se garder longtemps, mais il ne veut quand même pas de moisissure, hein, ce qui paraît clair, et en même temps, il veut réduire le nombre d'ingrédients, il veut du clean label. Et de l'autre côté, le boulanger qui doit s'adapter, qui doit trouver des solutions, hein, et qui vient nous voir et qui nous dit comment je vais faire moi pour optimiser, comment je vais pouvoir m'organiser pour limiter les pertes au sein de ma boulangerie. Et à nouveau, on va réfléchir ensemble à un brief et on va essayer de trouver une solution pour pouvoir répondre à ces objectifs. Donc là, vous voyez que, comme on la voyait juste avant pour les pâtes sucrées, en ce qui concerne les conservateurs, qu'on utilise une levure spécifique ou qu'on utilise une levure standard, les résultats sur les temps de fermentation et sur les temps de pousse sont très très différents. Et donc à nouveau, il faut s'adapter en fonction des types de conservateurs qui vont être utilisés. D'un côté, on peut avoir du Calpro, avec des niveaux de Calpro qui ont augmenté aux États-Unis, alors qu'on pensait qu'on voulait baisser les doses. On arrive à des doses qui sont supérieures à 1%, ce qui est énorme. Mais en même temps, les boulangers industriels livrent du pain à 3000 km de leur base. Donc vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, pour leur faciliter la vie, il faut qu'ils trouvent des solutions. Et de l'autre côté, dans certains pays, on va mettre simplement du vinaigre. Et à nouveau, il faut trouver une solution pour pouvoir s'adapter. Donc, à nouveau, à chaque fois, adaptabilité, solution nouvelle pour pouvoir répondre aux besoins d'un côté du consommateur, mais également des boulangers qui en plus sont très créatifs, qui nous apportent des nouvelles idées en permanence. Et sur ces bases-là, il faut qu'on trouve des options pour pouvoir y répondre. Et donc demain, qu'est-ce qui va arriver demain? Donc merci à NFS, que je sais qu'ils sont à distance. On a pris cette photo la semaine dernière au Japon. Au Japon, ça c'est un petit boulanger, il utilise 8 levures différentes. 8 levures différentes. Et c'est vraiment la spécificité du Japon, hein, qui veut utiliser les produits qui vont bien pour les recettes qui vont bien, les process qui vont bien. Donc chaque levure, son application, son process, ses recettes. Intéressant de voir aussi qu'au Japon, on peut utiliser dans un même process 2 levures différentes. Une pour le pouliche et une pour le reste de la pâte. À nouveau, est-ce que c'est l'avenir? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une des voies qui peut être imaginée, d'avoir plusieurs levures en fonction des problématiques dans la boulangerie. Une autre tendance de fond qu'on voit et qui nous est demandée et sur lesquelles on travaille en permanence, c'est la personnalisation. Alors on connaît tous la personnalisation digitale aujourd'hui. Donc vous recevez des mails, vous recevez des éléments qui sont exactement sur ce que vous recherchez. On se pose les mêmes questions pour la levure. Alors c'est un challenge très très fort pour nous dans les usines, dans nos centres de fabrication, parce qu'il va falloir imaginer véritablement en fonction de chaque besoin, de chaque boulanger, imaginer potentiellement une levure différente. C'est déjà quelque chose qu'on fait pour certains industriels, hein, qui développent leur propre process, et on développe avec eux pratiquement on cultive des levures à façon pour eux. Deuxième élément, et qui est un petit peu un corollaire, c'est la diversité des levures qui doivent accompagner le goût, les besoins des clients. Donc les besoins des clients, les besoins des consommateurs. Et donc là, à nouveau, vous avez vu que énormément de critères entre les recettes, les process, les tendances, et à chaque fois imaginer avec tous ces critères, finalement, les levures de demain. Et travailler donc avec vous tous pour trouver des solutions et pour être encore plus efficace et coller encore mieux aux tendances qui vont de plus en plus vite, la créativité qui est très très forte. Dernier point, la nutrition et santé. On se demande véritablement si la matrice pain peut véritablement récupérer des parts de marché sur des Kellogg's, sur des laitiers qui, eux, ont déjà pris en main ce challenge de la nutrition et santé depuis longtemps. On retrouve, bien entendu, déjà dans le pain des fibres. C'est déjà un axe de communication très fort. Mais demain,
plus de protéines, plus de vitamines, potentiellement plus de produits pour la santé et amélioration du microbiote. Comment est-ce que le pain peut finalement nous aider à créer de la valeur et vous aider finalement à développer vos business un petit peu partout dans le monde. Donc la levure, elle est à vos côtés pour essayer en permanence d'accompagner les innovations et la créativité des boulangers. Je vous remercie beaucoup.